Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette présentation qui se fera en duo aujourd'hui. On a souhaité partager avec vous un retour d'expérience du secteur aéronautique et spatial, tout ce qui vole d'une manière générale, en matière d'intégration de la sécurité dans la supply chain. Bien évidemment, le secteur aéronautique et spatial est soumis aux différents aléas et menaces qu'on a vus précédemment avec les différents acteurs. Preuve en est aujourd'hui, vous pouvez lire dans Le Figaro un article qui traite de l'industrie 4.0, nouvelle cible préférée des cybercriminels. C'est un article réservé aux abonnés, je le précise. Donc cette problématique de sécurité de la chaîne, bien évidemment, dans notre supply chain à nous, trouve totalement son écho. C'était intéressant d'écouter tout ce qui a été dit avant nous parce que les différents intervenants ont particulièrement bien placé toutes les choses, donc je vais pouvoir passer assez vite sur les standards. Ce qu'il faut résumer peut-être, c'est de se dire, avant, on était en circuit court, et même en circuit très court dans certains cas. Moi, j'achetais des logiciels à Dassault Systèmes qui me permettaient de designer des pièces d'avion que je vendais à Dassault Aviation. Circuit court, très peu d'intermédiaires. Aujourd'hui, alors que la désintermédiation est plutôt à la mode et l'ubérisation qui va avec, c'est vrai que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la surintermédiarisation finalement. Puisque quand j'achète un logiciel, je l'achète à son éditeur, mais les données, en tout cas les serveurs sur lesquels son système tourne, c'est pas les siennes, c'est celui de quelqu'un d'autre, et il y a de fortes chances que ces machines soient hébergées encore chez quelqu'un d'autre. Donc on a cette cascade de sous-traitance dans les nouvelles technologies, les nouvelles façons d'acheter de l'informatique finalement. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi comme changement assez significatif dans notre métier, c'est qu'aujourd'hui, un RSSI, s'il veut tenir la boutique et défendre son budget, il y a une compétence qu'il doit absolument avoir, et ceux qui ne l'ont pas doivent se pencher tout de suite, c'est être bien capable de faire la différence entre l'OPEX et le CAPEX. Ça, si vous ne l'avez pas compris, ouvrez les bouquins tout de suite. Ou mieux que ça, demain matin, vous allez offrir le café à votre directeur financier préféré et vous faites un échange gagnant-gagnant. En plus du café, bien sûr, parce que c'est vous qui payez le café. C'est toujours mieux de payer un truc à un DAF. Ça le met dans des bonnes dispositions. Enfin, en tout cas, avec le mien, ça marche. C'est lui dire, je travaille avec toi pour sensibiliser tes équipes pour lutter contre les phobies. Et en échange, tu me briefes sur qu'est-ce qui, chez nous, est du CAPEX et de l'OPEX. Parce que ce sont des choses qui peuvent être assez spécifiques dans les entreprises. Et comme aujourd'hui, on n'est plus propriétaire, c'est la crise, on loue tout. Hein, on loue les machines, on loue l'hosting, on loue les bonhommes qui font la maintenance, on loue tout. Donc cette réalité-là, effectivement, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçue aujourd'hui dans notre métier. Et pour autant, c'est toujours la même question. Qui accède à quelles données ? Comment et pourquoi? Ça n'a pas changé. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de nos amis du métier, les réponses à ces questions, c'est pas le RSSI qui les a. Il n'en sait rien du tout. Le RSSI, en tout cas, moi, je suis bien incapable de répondre à ces questions-là, sachant que moi, je suis toute seule et ceux qui externalisent, ils sont 4000. Donc, on ne peut pas être magicien non plus. Et c'est pour ça que pour travailler à cette réponse, il y a toujours les fondamentaux qu'on a très, très bien vus avec les différents interlocuteurs précédents. Donc, je vais les passer très, très rapidement. C'est déjà de se dire, mais qu'est-ce que je confie? Quelles sont mes données? Donc ça, évidemment, on va partir de la classification des données qui sera faite par le métier. C'est le métier qui sait quelle est la classification de la donnée et donc quelles sont les conditions à partir desquelles on va pouvoir travailler l'externalisation. L'analyse de risque par rapport au contexte. On l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas avoir forcément des obligations de sécurité à un fournisseur qui sont monoblocs. On va les adapter en fonction, notamment de la classification ou du contexte. Je ne vais pas avoir du tout la même approche si je dois externaliser une donnée qui est dans le giron de la LPM ou si je dois externaliser la gestion de la bibliothèque du CE, par exemple. Et pourtant, c'est deux opérations identiques avec des contrats. Je vais pouvoir travailler, donc ça, évidemment, avec le métier et le SI. Je vais travailler sur la qualification de mon portefeuille fournisseur. Encore une fois, ça, c'est assez classique et ça se fait plutôt avec les acheteurs. Et bien évidemment, les acheteurs ont tous classifié les fournisseurs, leur portefeuille. Assurez-vous que les critères d'évaluation de sécurité sont intégrés dans cette classification. Ça peut faire une vraie différence, notamment sur des problématiques de territorialité, pourquoi pas. La vraie question qu'on a un peu triturée dans tous les sens, quelles sont les garanties apportées par le fournisseur pressenti? Donc là, bien évidemment, on va travailler sur la base du contrat.
avec nos amis juristes. Hein. Si vous n'avez pas dans votre carnet d'amis vos juristes, c'est déjà une erreur. Et je vous invite aussi à prendre le café souvent avec les juristes, parce que ça va peut-être aussi vous permettre à vous de comprendre un peu les spécificités de ces gens-là qui sont quand même très particuliers. Hein. Cette manie du notamment virgule, ça, tant que vous ne l'avez pas compris, c'est comme Capex-Opex, hein, vous n'y arriverez pas. Le notamment virgule. On va aussi en profiter pour expliquer le jargon SSI et le jargon informatique aux juristes, parce que c'est très compliqué pour eux de nous apporter une analyse des conditions du contrat sans savoir trop de quoi ça parle. Moi, je parle beaucoup avec mes juristes du cloud, de firewall, de trucs un petit peu de SD-WAN. Au début, ça avait peur, mais maintenant, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Et ça va nous permettre effectivement de cascader des exigences du client vers les fournisseurs. Donc ça, c'est un cas très spécifique pour l'aéronautique, puisqu'on travaille en système de tiers. Donc le donneur d'ordre cascade ses exigences de sécurité au tiers 1, qui lui-même le cascade au tiers 2, et vice-versa. Je tenais à réinsister, comme l'a fait Maître Mathias, sur l'anticipation de la sortie du contrat. On maîtrise la sécurité de ces données en sortie de contrat, pas quand on est dans le mur, c'est-à-dire à la sortie, même si c'est une sortie à l'amiable. Ça se prépare au début, avant de signer, on se met d'accord sur comment on va sortir du contrat. Et pour les modalités classiques, on va dire, la clause de réversibilité va très bien. Moi, je vous invite, pour les plus audacieux d'entre vous, les plus téméraires, à inclure dans vos contrats des exercices annuels de simulation de sortie. Bisannuel. C'est vous qui voyez la fréquence. Parce qu'encore une fois, ça, c'est un exercice qui ne se fait pas tout seul, c'est vraiment un exercice bilatéral. Ça va vous permettre à vous d'évaluer la capacité du fournisseur à tenir l'engagement de vous redonner les données dans un format lisible, dans un délai acceptable. Et ça va aussi vous permettre à vous de dire est-ce que je sais en faire quelque chose de ce truc-là. Donc ça, pour les plus ambitieux, et s'il y a quelqu'un qui le fait, on pourra reparler du champagne aussi. L'exercice annuel de réversibilité à blanc. Réversibilité à blanc. Oui, non pas pour de vrai. À blanc. Et bon, évidemment, on en a parlé aussi tout à l'heure, l'anticipation. Je vais avoir un besoin de continuité de service. Je vais me poser cette question-là dès le départ. Quel va être mon modus operandi pour assurer la continuité de service en cas de sortie, précipitée ou pas, de la prestation externalisée, que ce soit du cloud ou pas. C'est même parfois plus facile avec du cloud qu'avec de l'infogérance dite classique. Ça, c'est un constat, je pense que vous partagerez pour la plupart d'entre vous, c'est que la première chose qu'on sacrifie, c'est la sécu. La sécurité de l'information, si nos acheteurs sont trop hargneux à faire pression sur les coûts, la première chose que va lâcher le fournisseur, dire « Ok, d'accord, je ne ferai pas la sécu ». Parce qu'en général, la qualité, il ne peut pas tellement transiger dessus. Nous, en particulier, on a des certifications EN 9100 qui sont les versions aéronautiques de l'ISO 9000, sans lesquelles on ne peut pas travailler sur les programmes avions. Donc là, c'est non négociable, alors que la sécurité n'est pas réglementairement opposable. Elle l'est contractuellement, mais pas réglementairement. Donc c'est plus facile de transiger ou de dire qu'on a fait, même si on ne l'a pas fait. Surtout, moi, ce que je trouve important, c'est de vraiment arriver à faire comprendre au fournisseur qu'il a intérêt pour lui-même à assurer une sécurité des données. Déjà, pour créer la confiance pour son client, mais aussi en général pour ses propres données à lui. C'est quand vous avez des procédures de sécurité, vous avez de la gouvernance de sécurité, vous sensibilisez vos personnels, vous donnez aussi plus de valeur à votre entreprise et vous pouvez même en dégager un avantage concurrentiel. Mais tout ça, c'est un petit peu compliqué, ça prend du temps. Alors nous, dans l'aéronautique, l'avantage, c'est que nos fournisseurs sont des partenaires, parfois jusqu'à 40 ans, hein, parce que c'est long les programmes avions. Et ça tombe bien parce que créer la confiance, ben, ça prend du temps. La sécurité de l'information, on la voit plutôt comme un processus, et la notion de processus, c'est aussi une notion d'organisation dans le temps. Accompagner un fournisseur en maturité de sécurité de système d'information, c'est l'accompagner, non pas à partir du moment où on a signé le contrat et où il est pieds et poings liés avec nous. Moi, je la comprends dès le départ, dès l'appel d'offres. Dès l'appel d'offres, on va bien sûr avoir des exigences de sécurité. Alors, des exigences de sécurité adaptées, contextualisées. Et le choix, alors ça, c'est un choix que j'ai fait moi personnellement. Tout à l'heure, on parlait de plan d'assurance sécurité. Donc, moi, j'ai considéré que c'était intéressant de travailler un plan d'assurance sécurité en commun dès le début de la relation. C'est-à-dire que quand on n'a pas encore choisi son fournisseur, on va déjà
mettre une deuxième personne, en plus de la sécurité dans le processus, c'est le métier, tout simplement. Un plan d'assurance sécurité, pour moi j'ai fabriqué des modèles pour éviter des feuilles blanches, mais mon plan d'assurance sécurité modèle, moi je le mets dans les mains de mon métier. C'est lui qui va externaliser, pour qu'il puisse se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'externalise? Pourquoi? Auprès de qui? Quel est le risque que je prends à externaliser cette donnée auprès de ce fournisseur? Je vais avoir le plan d'assurance sécurité dans le cahier des charges, directement. C'est-à-dire que le fournisseur qui va répondre, par exemple, à un appel d'offres, à une consultation, il ne sera pas surpris. Il ne verra pas le truc arriver une fois qu'il a signé. C'est-à-dire qu'il va être capable aussi de dire, ben ça, j'ai un écart aujourd'hui, je ne sais pas le faire, il va falloir que je le prenne en compte et peut-être que j'essaye de faire passer une partie du coût dans mon prix. Avec les gros avionneurs, nous, on n'y arrive pas. Mais des fois, les petits, ils y arrivent avec nous. Donc, ça veut dire qu'on va partager l'analyse du besoin de sécurité. Donc, il va y avoir une compréhension mutuelle des objectifs partagés. Ça, c'est déjà intéressant. On va avoir un engagement des parties et des responsabilités parce qu'on va annexer ce PS au contrat. Et surtout, on parlait de pilotage opérationnel. On va pouvoir dire, eh bien, messieurs, mesdames du métier, quand vous faites vos comités de pilotage projet, dedans, vous allez revoir les KPI de sécurité du système d'information. Dans le plan d'assurance sécurité modèle, il y en a 4. Tout simple. Qui répondent aux questions, qui accède à quelles données, comment et pourquoi. Donc ça va être par exemple la liste des personnels du prestataire qui accède aux données. Bien sûr, en faisant un deuxième KPI qui dit tous les personnels qui accèdent aux données ont été sensibilisés aux principes de sécurité de l'information auxquels ils s'engagent. On va avoir un troisième très classique qui est de dire la liste des assets critiques sur lesquels effectivement les données sont confiées chez le prestataire. Et le quatrième varie plus ou moins en fonction des aléas du contrat. Ça va être le reporting des incidents classifiés incidents sécurité SI. Donc ça, c'est les 4 de base, ils sont très simples. Et ils sont revus par le métier qui pilote son contrat de prestation dans les copiles, complètement intégrant le processus métier. Pour les contrats les plus sophistiqués, les plus touchy, les plus à risque, le RSSI ou son équipe vont venir faire un accompagnement du début à la fin, tout simplement. Et pour ces contrats-là, en général, on est en relation avec le RSSI du fournisseur d'en face. Dernier point intéressant, c'est qu'on parle de choses un peu formelles, de KPI, de contrats, etc. Moi, ce que j'ai trouvé d'assez efficace, c'est d'animer la relation. Animer la relation parce que tout simplement, les prestataires que vous avez de l'autre côté, ben, ils n'ont pas forcément les invitations pour venir au CLUSIF, pour s'informer. Ils n'ont pas forcément les invitations des gros fournisseurs de produits de sécurité qui font comme ça des interventions en région aussi, pas que à Paris. Donc n'hésitez pas à les pousser, à les faire rentrer dans l'écosystème parce que ça va aussi leur permettre à eux de garder une certaine dynamique et de pouvoir se parler des bonnes choses. Et si vous le pouvez, ce qui est pas mal aussi, en tout cas ce qui a bien marché, c'est une fois par an on se revoit avec les équipes du fournisseur que pour parler de la sécurité du contrat. Si vous avez négocié dans votre plan de sécurité, par exemple, que quand vous avez signé, ils n'étaient pas conformes à tout, ils n'avaient pas tout bien, tous les papiers, toutes les directives, mais vous allez pouvoir faire un suivi de ça. Moi, j'ai des fournisseurs avec qui j'ai signé un contrat, alors qu'ils n'avaient pas rempli toutes les cases de l'évaluation, et pour autant, on s'est mis d'accord, on s'est dit, on vous donne 6 mois pour faire ça, on vous donne 1 an pour faire ça. Parce que ça ne sert à rien de dire, si vous ne l'avez pas, je ne vous prends pas, parce que, soyons très clairs, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, ce n'est pas parce qu'ils sont non conformes à une procédure de sécurité qu'on n'achète pas la prestation. Ça, rien à voir. Par contre, ce qui est vachement... c'est pas bien. Ce qui est très, très, très satisfaisant, c'est quand vous avez un fournisseur qui revient vous voir quelque temps après et qui vous dit « Grâce à vous et grâce à tout ce qu'on a mis en place, j'ai gagné un appel d'offres avec une autre société. » Parce que l'appréciation de notre package sécurité système d'information a fait la différence par rapport à un client chez un autre client. Donc ça, c'est très, très, très valorisant. Et quand mes petits camarades RSSI font pareil avec leurs fournisseurs et que moi, je récupère leurs fournisseurs avec un bon niveau de sécurité, c'est tout le monde qui y gagne. Donc vraiment, ça, c'était le message clé. Et tout ça pour dire quoi? Finalement, on est tous plus ou moins en train de travailler les uns avec les autres et on se retrouve assez souvent sur les fournisseurs. Donc l'idée, c'est quoi? C'est pas juste d'avoir un tick mark qui dit conforme à la signature du contrat, c'est de l'avoir dans le temps. C'est maintenir dans le temps. Donc, c'est d'abord créer la confiance, et ça, moi, je ne sais pas le faire sans le facteur humain. C'est garder cette dynamique, parce que la sécurité, c'est un processus, c'est un effort, et parfois, ça passe un peu en dessous de la pile quand on a des difficultés techniques ou financières. Donc, il faut rester dans une dynamique en particulier pour rester lucide par rapport à la menace.
Et évidemment, c'est ce que disait aussi Imagine, c'est d'accompagner la montée en compétences. Ça, c'est pour pérenniser ce niveau de sécurité. Donc comme on est nous du Sud-Ouest, on aime bien jouer collectif. On aime bien protéger et jouer collectif. Et nous, l'objectif, très clairement, c'est améliorer la résilience, mais la résilience industrielle, de toute notre chaîne, de tout notre secteur. Et pour faire ça, en tout seul, ça ne marche pas. Donc la réponse du secteur aéronautique, elle est là. C'est Romain qui va vous la présenter. Ceux qui étaient là au Clusif en juin de l'année dernière pour la conférence sur la LPM se rappellent peut-être. Je vous avais dit qu'il y avait un projet d'envergure destiné à monter le niveau de cybersécurité de la supply chain. Il était sur les fonds baptismaux, donc je suis très très contente qu'il ait été baptisé et qu'il ait un nom aujourd'hui. Et je suis encore plus ravie de vous présenter le papa d'Air Cyber. Et avant que vous ne fassiez la remarque, je ne suis pas la maman. Tout juste une marraine. Merci. Bon, je vais essayer d'être court. Donc effectivement, on la joue collective dans l'aéronautique. Je présente juste un petit peu d'où je viens. Donc moi, je suis RSSI chez Boost Aerospace, une joint venture qui a été créée en fait par Airbus, Dassault, Safran et Thales pour sécuriser l'ensemble des services de collaboration dans la supply chain entre ces donneurs d'ordre et l'ensemble de leurs fournisseurs industriels qui leur fournissent des pièces, qui font du traitement de surface, etc. Ça représente à peu près 2000 fournisseurs globalement et nous, on a un scope un peu plus réduit. L'objectif, c'est qu'on ait une entreprise indépendante qui n'est pas là pour faire du profit et qui est là vraiment pour augmenter la compétitivité de l'aéronautique. Et donc pour faire ça, on a ces 4 donneurs d'ordre qui se sont mis en commun, pour ma part, pour écrire des politiques de sécurité et les règles à mettre en œuvre dans la digitalisation de la supply chain, dans Internet, pour échanger des informations, pour sécuriser des plateformes de cloud collaboratives qu'on a mis en œuvre il y a à peu près 8 ans pour commencer à digitaliser vraiment les échanges entre donneurs d'ordre et suppliers. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une sécurité qui est déployée partout. Et on s'est attelé au début à mettre des systèmes sur Internet en mode cloud sécurisé pour échanger de l'information. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est sécuriser aussi l'ensemble des entreprises. Donc on va le voir. C'est le dernier service qu'on est en train de lancer, qu'on a lancé officiellement il y a quelques mois au niveau de l'aéronautique, qui s'appelle Air Cyber. Les autres services, je ne vais pas trop en parler parce qu'on n'a pas trop le temps. Là, on est un peu réduit. Et de toute façon, l'objectif de la présentation, c'est de la sécurité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un brainstorm. Donc, ça a été poussé un peu par l'ANSSI. Je les remercie il y a 3 ans en nous disant, vous voulez jouer collectif pour augmenter la compétitivité. Pourquoi vous ne la jouez pas collectif pour augmenter la sécurité? Voilà, parce que c'est un vrai problème. Les grands donneurs d'ordre ont vu qu'ils se faisaient de moins en moins attaquer et finalement c'était plus les suppliers qui se faisaient attaquer, le maillon faible de la chaîne forcément. Et c'est ce qu'a vu l'ANSSI également avec les audits qui ont été faits, c'est qu'effectivement les fuites d'informations c'était plus chez les suppliers maintenant que chez les donneurs d'ordre. Donc on doit inverser la tendance et on doit sécuriser la supply chain. Donc on a fait un état des lieux, des workshops pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire dans les petites PME, dans les petites TPE pour augmenter la cybersécurité. Et donc on a décidé de lancer un plan d'amélioration globale de la cybersécurité, de ces 1200 entreprises qui sont utilisatrices des services de collaboration avec les donneurs d'ordre, avec une gouvernance partagée. On en a parlé un petit peu, des règles au moins communes, bien écrites, bien soutenues, avec un langage clair, des politiques de sécurité qui soient adaptées à une TPE, à une PME, et pas des choses qui viennent des grands groupes qui ont 150 000 utilisateurs et qui ne seraient pas adaptées. Une sécurité facile à déployer, donc des solutions qui soient faciles à déployer, pas des usines à gaz à installer, qui ne fonctionnent pas forcément bien quand on n'a pas le temps de les maintenir. Des moyens informatiques sûrs, c'est-à-dire aider les entreprises, les PME à sécuriser ce qu'elles ont en place, à sécuriser leurs serveurs, leurs firewalls, leur réseau industriel, parce qu'elles n'ont pas le temps de le faire. Et des fois, elles ont déployé des gros produits, mais qui n'ont pas été sécurisés. Et aussi, super important, de faire des contrôles techniques. Donc vraiment de vérifier systématiquement le niveau de sécurité de ces entreprises-là. Donc, il y a des bénéfices forcément pour l'ensemble de la supply chain parce qu'on va leur donner accès à énormément de politiques de sécurité, de documents qui viennent des donneurs d'ordre, qui ont été créés pendant plusieurs années. Et ça, sans qu'ils aient besoin de réinvestir de leur côté pour demander à des sous-traitants de réécrire ces documents pour eux. Et puis, l'objectif, c'est quand même de réduire le risque d'un impact cybersécurité. Donc, forcément, ça va réduire le coût. Et le second objectif, c'est augmenter la cybersécurité. Donc, vu qu'on sait que chez Airbus, Dassault, Safran, Thales, il y a beaucoup d'experts en cybersécurité qui sont là, qui sont éprouvés, qui sont d'accord aussi pour partager l'information, les suppliers vont pouvoir bénéficier de cette information, ce jeu collectif.
Et on leur proposera de déployer uniquement des solutions performantes, donc un peu comme l'ANSSI qui labellise des solutions. Nous, on va proposer un catalogue de solutions avec des solutions qui sont déjà utilisées par les suppliers, qui ont déjà fait leurs preuves. Et donc on va faire des évaluations concrètes et couvrir l'ensemble de la supply chain. Donc un objectif qu'on a vraiment, c'est de couvrir ces 1200 entreprises. Donc juste on parle souvent quels sont les livrables du programme qu'on a lancé. Donc déjà, on soutient, on pilote un projet d'amélioration de la cybersécurité chez ces entreprises. Donc on leur offre des outils de gouvernance, une méthodologie, un suivi, et pendant 4 ans, on va le voir après, on va les aider à monter en compétences cybersécurité. On va faire une analyse de leur niveau de sécurité avec des gens qui vont se déplacer sur site, qui vont aller un peu plus loin que le questionnaire, où là, c'est des entreprises PASI de l'ANSSI qu'on a sélectionnées, qui vont aller sur site pour aider les entreprises à répondre au questionnaire, à dire, voilà, j'ai sécurisé mon réseau, oui ou non, j'avais pas compris la question, c'est bien ça mon niveau de sécurité. Ça va pas aussi loin qu'un audit, c'est une analyse de maturité, mais ça nous permet aussi de le faire sur 1200 entreprises. Ça fait quand même un gros budget, un gros coût de ce côté-là. Et ils vont avoir accès à une boîte à outils qui va leur permettre d'augmenter leur niveau de sécurité. Donc, un ensemble de documentation, de awareness, on commence par ça, on va faire des sessions de awareness vers les suppliers pour sensibiliser le dirigeant à la cybersécurité avec des retours d'expérience et des communications de l'ANSSI qui sont faites. On a déjà fait un POC l'année dernière où la TCOR a participé, où on a fait un peu la même chose, sauf qu'on l'a fait vers 17 entreprises, alors que là on a un plan d'action qui est plus 100 entreprises l'année prochaine et on montera à 300, 300, 300, enfin 300, 400, 400 pour arriver à 1200 à l'international. Les deux dernières choses, donc le catalogue, j'en ai parlé. On a un plan global de sensibilisation et de collaboration avec un forum d'échange qui va être créé entre tous ces donneurs d'ordre et puis l'ensemble des suppliers pour partager des informations et pour s'aider aussi entre soit expert sécurité, soit responsable du système d'information ou soit directeur d'une petite PME qui fait un peu ça aussi parce que des fois, il n'y a pas ces ressources-là dans les PME ou dans les TPE. Et on met en place aussi une solution de partage à réaction à attaque. L'objectif, c'est à long terme d'arriver à vraiment pouvoir détecter une attaque qui va survenir d'abord peut-être chez la TCOR ou chez un de ses sous-traitants et qui va impacter finalement plus tard Airbus, mais la détecter en amont pour pouvoir l'arrêter. Parce qu'on a vraiment aujourd'hui des attaques qui surviennent chez les suppliers et qui par rebond finissent à atterrir chez un donneur d'ordre ou qui vont l'impacter parce que le supplier il va fermer boutique. Et forcément, ça va donner du retard sur la création d'un produit aéronautique parce que ce supplier-là, c'était un single source, comme on dit, on ne pouvait pas le remplacer. Et donc ce risque-là, on doit le prévenir aussi. Donc rapidement, on a défini des niveaux de maturité qui sont assez faciles à utiliser après dans les contrats ou dans d'autres types de communication. On s'est basé sur les règles d'hygiène de l'ANSSI avec les deux niveaux des règles d'hygiène. Et puis, on a défini ce qu'on appelle le niveau Gold, qui est le niveau de maturité des donneurs d'ordre. Par exemple, aujourd'hui, tous les donneurs d'ordre, ils ont un SOC pour surveiller les incidents de sécurité. Ce qu'on veut, dans 4 ans, c'est que tous les suppliers de l'aéronautique, ils aient des fonctions qui leur permettent de détecter un événement de sécurité chez eux. Voilà. Peut-être qu'ils n'auront pas un SOC au même niveau qu'Airbus, Dassault, Safran, Thales, mais c'est l'objectif. On veut qu'ils atteignent ce même niveau de protection cyber pour qu'on soit aussi bien protégé à l'intérieur d'Airbus, Dassault, Safran, Thales que chez les suppliers. Et donc le premier niveau, c'est l'évaluation qu'on fait avec ces entreprises-là. Et au fur et à mesure, nous, on les aide à monter en compétences. Donc ça, c'est le planning global. Je vous dis 4 ans pour sécuriser l'ensemble de la supply chain. Où on commence par essayer de viser le bronze pour tout le monde les 2 premières années, sachant qu'il y en a qui vont arriver au fur et à mesure. Donc on est conscient que fin 2022, on n'aura pas tout fini, mais on se donne un objectif global et on verra effectivement au fur et à mesure si on arrive à réaliser ça. En tout cas, c'est la feuille de route du projet, avec chaque année la montée en maturité aussi de notre côté pour pouvoir supporter plus de suppliers. Et forcément, on a un business model derrière qui permet de soutenir cette activité qui est associée à ce déploiement. Ah ben voilà, j'ai fini. Donc l'objectif, c'est qu'on lance ça l'année prochaine. On a effectivement lancé déjà une centaine de propositions à des suppliers clés pour pouvoir participer. Et la TCOR était dans le pilote l'année dernière. On a fait une bonne expérimentation sur une vingtaine d'entreprises. On sait que ça marche. Et maintenant, on a quand même pas mal de challenges aussi à avoir devant nous, quoi.